Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, évolue vers son ultime perfection. Nous construisons, sans le savoir, le paradis pour nos futurs descendants. Ces futurs descendants seront des sages, auront atteint le degré le plus haut de l'esprit, c'est-à-dire l'accession facile à l'extase. L'extase, c'est le vide de l'esprit, la plénitude, la sagesse, la béatitude, le nirvana, l'éveil, la joie. Voilà, c'est une sensation de bonheur absolu que nous ne connaissons que très rarement sur Terre, enfin dans l'état de conscience ordinaire. Voilà, là, je suis dans un état de conscience ordinaire. Globalement, même si je suis à peu près apaisé, voilà, on peut être très bien, mais c'est un autre degré, le bonheur absolu dont je parle, l'extase dont je parle. Voilà, alors ça, c'est la finalité. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie un peu sur des bouquins ou des podcasts que j'écoute. Et bien là, cette nuit, j'ai écouté une émission sur France Culture, comme d'habitude, avec philosophie, c'est l'émission, et qui est consacrée à Frantz Fanon. Et ça m'a parlé. J'ai entendu que des bribes, voilà. Mais je pense qu'il y a des choses que je peux dire. Déjà, par rapport à ma propre histoire, et ça éclairera peut-être aussi pourquoi il y a eu la mécanique universelle, pourquoi j'ai imaginé cette théorie qui est une sorte de réconciliation de l'humanité dans sa totalité, une sorte d'unité humaine. Quand je dis l'humanité va vers sa perfection, elle va vers la paix universelle, la fraternité absolue, donc la fin des racismes, la fin de l'antisémitisme, la fin de la maltraitance de l'homme sur l'homme, etc. La fin de l'abus, la fin de la domination, la fin du patriarcat, la fin, etc., etc. L'égalité, toutes ces valeurs qui sont en gestation, en somme. Et donc, on les améliore constamment jusqu'au moment où elles atteindront leur perfection. Voilà ce que je pense. Et des gens comme Frantz Fanon ont été fondamentaux dans cette évolution. Il n'est pas le seul, il y a des centaines de milliers, des millions d'êtres humains qui ont travaillé et qui travaillent encore à améliorer les relations entre les hommes, à diminuer le racisme, etc., etc. Voilà, alors je pratique comme ça, je lance l'audio et puis éventuellement je commente. Allons-y. France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Cette semaine, nous célébrons le 100e anniversaire de la naissance de Frantz Fanon, penseur majeur de la colonisation et notamment de ce qu'elle produit dans les têtes. Premier épisode, Fanon psychiatre. Car oui, il était psychiatre. Frantz Fanon est né en 1925 à Fort-de-France, en Martinique. Il a retardé le moment du baccalauréat pour s'engager dans les forces françaises libres en 1943, rejoignant un bataillon de volontaires antillais qui ont rallié la 2e division blindée en Afrique du Nord. C'est là qu'il découvre pour la première fois l'Algérie. Fanon sera décoré de la Croix de guerre pour son courage dans les batailles qui ont suivi, en particulier celle d'Alsace au début de 1945. Il rentre ensuite à Fort-de-France pour passer son bac, année où il a pour professeur de philosophie le grand poète Aimé Césaire.
En 1946, il part à Lyon faire des études de médecine tout en suivant des cours de philosophie, notamment ceux de Merleau-Ponty. Il devient psychiatre. Incroyable. Et dès 1952, il écrit sur la manière dont sont traités les malades nord-africains dans les services français de psychiatrie en métropole, taxés de malades imaginaires qui répondent mal aux questions des médecins et les agacent. Fanon va connaître cependant une autre psychiatrie, novatrice, désireuse de critiquer l'institution hospitalière traditionnelle. En 1952 et 1953, il fréquente l'hôpital de Saint-Alban en Lozère, où François Tosquel est en train d'inventer un traitement moins fermé et moins dogmatique des malades psychiatriques, une vision qui sera prolongée plus tard par Félix Guattari à la clinique de la Borde. Et on peut dire, aujourd'hui, après 40 ans de néolibéralisme, à quel point les progrès à ce niveau-là n'ont pas été suivis, n'ont pas été véritablement poursuivis. Les différents gouvernements n'ont pas donné les moyens de pouvoir continuer une recherche sur la maladie mentale correctement, et on se retrouve avec un gros problème sur la maladie mentale aujourd'hui, justement par négligence de l'État qui s'est investi vers les élites, vers l'oligarchie, qui s'est occupé en réalité que d'une partie de la société, en délaissant les soins, les hôpitaux, l'école ordinaire, bien entendu, l'hôpital américain ou les autres ou les écoles privées, elles continuent à très très bien fonctionner, mais on voit à quel point il y a une négligence des divers gouvernements depuis les années 80 pour l'amélioration des conditions du peuple dans son ensemble, quelque chose de démocratique. On sent qu'il y a eu une négligence à ce niveau-là. C'est avec ce bagage que Fanon postule au poste de médecin-chef de l'hôpital de Blida en Algérie, poste qu'il obtient. Il arrive là-bas fin 1953 et là, il voit et analyse beaucoup de choses. Une psychiatrie qui ne voit pas dans le colonisé un homme comme un autre et une atmosphère générale où même les plus innovantes méthodes psychiatriques sont vouées à des échecs parce que tout respire la soumission. Depuis un moment déjà, et c'était au centre de sa thèse de médecine en 1951, Fanon observait que l'expression psychiatrique des lésions neurologiques est très diverse selon les individus et selon les environnements sociaux. Dans l'Algérie des années 1950, il comprend à quel point tous les symptômes sont imprégnés par le système colonial. C'est de cette réflexion que nous parlons ce matin en ouverture de notre série sur Frantz Fanon. Bonjour Aimé Charles Nicolas. Bonjour. Vous êtes professeur de psychiatrie émérite de la faculté de médecine des Antilles. Vous êtes né en Martinique. La lecture de Fanon a beaucoup compté pour vous. Vous avez publié notamment avec Benjamin Bowser aux éditions Idem, L'esclavage, quel impact sur la psychologie des populations. Et puis en duplex avec nous, et merci d'ailleurs aux équipes d'ici Perpignan, mais donc bel et bien avec nous. Bonjour Jean Calfa. Bonjour. Vous êtes professeur au Trinity College de Cambridge. Vous avez édité et préfacé avec Robert Young aux éditions La Découverte les écrits sur l'aliénation et la liberté de Frantz Fanon. Quand je dis professeur au Trinity College, vous enseignez l'histoire de la philosophie. Et vous avez aussi publié en anglais aux éditions Peter Lang un gros livre sur la poésie des Antilles évoquant Saint John Perse, Aimé Césaire, Frantz Fanon et Édouard Glissant. Alors évidemment, on voit à quel point la colonisation, l'esclavage, la colonisation, et j'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet-là, à quel point ça écrase il faut absolument écraser celui qu'on va oppresser, lui enlever de sa dignité, de son humanité, pour pouvoir l'oppresser. Sinon, c'est impossible. Et donc, doper en même temps le narcissisme du colonial,
de l'esclavagiste. L'esclavagiste est obligé de s'imaginer tellement supérieur, de s'imaginer supérieur à ceux qui l'oppressent, évidemment. Et donc, ça a engendré dans le monde, le monde colonial, on peut dire le monde blanc, le monde occidental, chez les dominants, un narcissisme hallucinant qu'on retrouve absolument dans le comportement des élites, d'une partie des élites. Évidemment, je parle de façon générale. Il y a bien entendu des élites, des dominants qui sont hyper humanistes, qui ont œuvré pour l'humanisme, etc. Mais il y a ce système narcissique, ce système pervers narcissique, on va dire, qui domine l'ambiance du système dominant occidental, et encore aujourd'hui dans sa relation à l'Afrique, dans la relation des médias à ce qui se passe en Afrique, on voit à quel point les médias sont hyper narcissiques. Ils ont cet état d'esprit. Et donc, ce qui est occidental est valorisé, ce qui est africain ou asiatique, c'est extrêmement méprisé. Ça n'a plus rien à voir avec le mépris qu'il y avait à l'époque de la colonisation ou de l'esclavage, mais il est là, il est sous-jacent, il est en dessous, il est absolument visible pour quelqu'un qui est attentif à ses comportements et au fait, voilà, à voir comment la vie d'un Africain n'a pas la même valeur aux yeux des médias que la vie voilà. Et en même temps, ce système, il est pareil on le retrouve entre les dominants occidentaux et les pauvres occidentaux. Et donc, c'est pas une question de blanc-noir, c'est une question de dominant à dominer. Et donc, on peut voir le même traitement que les médias ont envers le peuple le plus bas, on pourrait dire, alors que le peuple, le bas, c'est le haut dans la démocratie. Hein. C'est le peuple qui est souverain et les dominants qui sont à son service, en principe. Mais bon, le peuple, à quel point il est abusé par le système dominant, même le peuple occidental, il est la partie la moins des indigents, le monde indigent, le monde très pauvre de l'Occident, celui qui n'a pas droit à la parole, il est exactement traité comme les colons traitaient plus ou moins les colonisés. Voilà, évidemment, il y a eu une évolution mais on retrouve ça. La culture est l'ensemble des comportements moteurs et mentaux nés de la rencontre de l'homme avec la nature et avec son semblable. On doit dire que le racisme est bel et bien un élément culturel. Il y a donc des cultures avec racisme et des cultures sans racisme. Cet élément culturel précis ne s'est cependant pas enquisté. Le racisme n'a pas pu se scléroser. Il lui a fallu se renouveler, se nuancer, changer de physionomie. Il lui a fallu subir le sort de l'ensemble culturel qui l'informait. Et vous venez d'entendre Frantz Fanon lui-même. C'était une conférence Racisme et culture, ou plutôt une intervention au Congrès des écrivains et artistes noirs en 1956. Alors le racisme, justement, voilà, c'est clair qu'il est culturel. Et c'est là où je pensais que j'avais quelque chose à dire à ce sujet-là. Parce que je l'ai vécu, ce racisme-là, dans mon enfance. Et c'est vraiment quelque chose qui impacte celui qui le subit. Alors, c'était l'immigration des années 50, après-guerre
des Italiens, des Espagnols, des Portugais, etc., qui sont venus. Mais même avant-guerre, parce que mon père est venu avant-guerre, il est venu dans les années 20, et il a vécu ce racisme-là. Donc ce racisme, il est là et il a un impact dans une existence. Et justement, je pense qu'il a un impact négatif, évidemment, mais le négatif construit le positif. Si on a la chance de pouvoir le transcender. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, mais en réalité, je pense que dans mon travail, la mécanique universelle, le site que je développe, le travail que je développe, il est lié, il est issu en droite ligne de ce que j'ai ressenti de la part des gens du village, de mes copains, ce qu'ils entendaient dans leur maison et qu'ils reproduisaient, etc. Tout ça a eu un impact et j'ai réussi à le transcender. Voilà, et en faire un travail sur l'amour et justement sur la fraternité. Il nous dit à quel point la culture raciste, quand elle est là, imprègne tout de la culture, et donc assez logiquement, on peut l'imaginer, Aimée Charles Nicolas, elle imprègne aussi la culture psychiatrique. Oui, non seulement elle imprègne la culture psychiatrique, mais la découverte du racisme par Fanon, à son arrivée en France à 17 ans, a été traumatisante. Parce qu'il découvre non seulement qu'il est différent, mais qu'il est foncièrement différent, qu'il est visiblement différent, et qu'il est différent surtout par son infériorité. C'est cette infériorité. Mais oui, c'est parce que le regard raciste infériorise. Et donc, il ressent, là, dans son corps, ce sentiment d'être considéré immédiatement comme inférieur. Et pourtant, je dirais, le formulera véritablement en parlant d'autres que lui, c'est-à-dire en parlant des malades que, comme étudiant en médecine puis psychiatre, il va soigner, et il va voir que dans les hôpitaux français, être nord-africain, c'est d'emblée pour un malade ne pas être compris, cru, être regardé d'une manière oppressante. Oui. C'est une expérience qu'il avait déjà en quelque sorte pressentie, parce que je suis convaincu qu'il n'a pas choisi de faire médecine alors qu'il avait au départ pensé à faire de l'art dentaire. Il s'est inscrit, il est parti là brusquement à Lyon alors qu'il était à Paris pour faire médecine, parce que ce qui l'intéressait c'était l'homme. Et en 3e, 4e année de médecine, il avait à réfléchir à la spécialité qu'il allait choisir. Et il aurait pu choisir effectivement la cardiologie, ou autre chose, enfin je veux dire la dermatologie ou l'ophtalmologie, mais ce qui l'intéressait c'était l'homme, et plus que l'homme c'était l'humain. Et ce qui l'intéressait, à partir justement de cette expérience qu'il avait vécue dans son corps, qui était celle d'être différent, cette expérience très pénible du racisme lui a... Et on va dire que cette expérience, elle est encore vécue, et elle est même exacerbée depuis, je pense, depuis les années 80, depuis la fin des années, on va dire le début des années 90, depuis les années 90. On peut se demander comment on est passé de touche pas à mon pote, de l'idée de vraiment d'essayer de faire corps, de lutter contre le racisme, à ce que les médias envoient aujourd'hui. On dirait que c'est un système colonial qui a repris en main les médias. Et curieusement, ces médias, pour une grande partie, ce sont des médias d'oligarques. Et ces oligarques, eh bien, il faudrait analyser un petit peu leur état d'esprit, leur psychisme. Je sais que certains ont fait fortune en Afrique, etc. Donc il y a quelque chose de colonial, de post-colonial.
dans l'état d'esprit qui continue à irriguer notre pays. Et alors, pourquoi, apparemment, on ressent peut-être pas la même chose. Alors, je n'y ai jamais vécu, mais en Angleterre, l'Angleterre qui était aussi un pays colonial, la Belgique est un pays colonial. Est-ce que l'adaptation s'est faite d'une autre manière, ou est-ce que c'est vraiment général aux anciens États, aux anciennes nations coloniales? Mais en tout cas, moi je sens que il y a le poids encore, le post-colonialisme est au pouvoir dans les rênes du pouvoir de notre pays, dans les systèmes de pouvoir, les médias, la politique, le système des patronales, etc. J'ai ce sentiment-là. Peut-être, voilà, il peut être critiqué, mais en tout cas, ça serait à voir. Intimer l'ordre, en quelque sorte, de lire. Parce que sa question, c'était qui suis-je, puisque je suis si différent, puisque je suis foncièrement, puisque je suis visiblement différent, puisque je suis radicalement différent, qui suis-je? Ça me rappelle d'ailleurs une phrase qui a été écrite, je lis là, parce qu'il est, par lui, par Oui. Frantz Fanon, parce qu'il est une négation systématisée de l'autre, une décision forcenée de refuser à l'autre tout attribut d'humanité, le colonialisme accule le peuple dominé à se poser constamment la question « Qui suis-je en réalité ?» Ça explique donc son appétit, son appétence pour les philosophes. Et vous savez qu'il s'est inscrit donc à Lyon en faculté de lettres pour étudier la philosophie, qu'il a beaucoup lu, Merleau-Ponty, Heidegger, Husserl, mais il a lu aussi beaucoup Aimé Césaire et Parce que les philosophes ont été confrontés à la colonisation, à l'esclavage, etc. Donc il fallait qu'ils prennent position vis-à-vis de ça. Et on voit que les philosophes de l'Antiquité, et même eux d'ailleurs, devaient se prononcer vis-à-vis de ce qu'était l'esclavage. Est-ce que c'était naturel? Est-ce que c'était quelque chose qu'on pouvait combattre, etc. Donc, la philosophie, elle a eu une part importante. L'art a eu une part importante dans l'évolution des mœurs, de la conscience humaine, la réduction justement des stéréotypes, de l'esclavage, de la violence et des racismes. Pareil pour la poésie, donc Aimé Césaire, etc. Ils ont été en première ligne, on pourrait dire, de ces changements, avec certains hommes politiques. Donc, il y a une élite qui est une élite progressiste et qui veut dépasser tous ces stéréotypes mortifères. Américains. Donc, et ce qu'il cherchait, c'était quelque chose de l'ordre de l'humain. Et d'ailleurs, dans sa pratique psychiatrique, on verra par la suite combien cette préoccupation ontologique l'a obsédé et combien il a été en permanence humain avec ses patients. Et c'est ainsi qu'on explique, donc on en parlera tout à l'heure, on explique donc sa mise en place à Blida, en Algérie, à l'hôpital psychiatrique de Blida, sa mise en place donc de méthodes de traitement révolutionnaires. C'est une transcendance de la vous souffrance vous aussi, en comme bien. vient de le faire Aimé Charles Nicolas, qu'en faisant de la psychiatrie, c'est lui-même que Fanon recherchait. Ou bien est-ce un peu plus complexe? Mais même si c'est un peu plus complexe, évidemment qu'il y a ça. Et moi, je le vois, le racisme dont j'ai été victime dans cette enfance et qui a eu un impact. Je l'ai jamais analysé, jamais étudié. C'est à l'écoute de cet audio que j'ai pris vraiment conscience de ça et voilà, de l'importance de le travailler. Mais il a eu un impact inouï en réalité sur moi.
Et en fait, de transformer le mal vécu en amour, c'est quelque chose c'est gigantesque au niveau de la sensation psychique que ça induit. Et je comprends tellement des parents aux États-Unis qui ont eu leurs enfants qui ont été assassinés et qui vont aller redonner de l'amour à celui qui a pu être le criminel à partir du moment où, bien sûr, il est apte à changer, à modifier son changement, etc. Voilà. Je dirais les deux. Je vais partir d'un point que vient de souligner Aimé Charles Nicolas, qui est cette expérience dans le corps propre, donc dans le corps de Fanon, premièrement, du regard raciste. Il emploie, lorsqu'il le décrit dans Peau noire, masque blanc, donc son premier livre publié, 1952, oui. Oui, il emploie deux concepts qui sont des concepts psychiatriques pour décrire cette expérience du regard raciste. Le premier, c'est la décomposition du schéma corporel, qui est un concept qu'il emprunte par le biais de Merleau-Ponty, un grand psychiatre français, Charles Lhermitte, qui avait écrit un livre dans les années 30 sur les pathologies de l'image du corps. Donc il emprunte ce concept. Je pense que je vais arrêter là pour cette vidéo. Parce que c'est un concept qui mérite vraiment de s'y attacher là. Donc ça sera pour la prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie pour cette écoute. Vous savez que vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net et puis bien sûr écouter d'autres vidéos sur le site. Il y en a 1200 sur toute l'histoire de l'évolution de ce concept mécaniqueuniverselle.net. Voilà. Et puis, si vous voulez participer à ce travail, vous avez juste à m'envoyer un petit message. Je vous dis à très bientôt et puis voilà, merci de votre écoute encore une fois.